Bonjour à toutes et à tous, je suis Flora et vous écoutez Choco et Sac à dos. Dans chaque épisode de ce podcast, vous allez découvrir le monde du chocolat, des artisans et des passionnés. Au fil des épisodes, je vous partagerai mes meilleures adresses et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce que vous croquez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bean to bar. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler des bean to bar ? Tout simplement parce que le 28 octobre dernier, comme à peu près plus de 100 000 personnes, je me suis rendue au salon du chocolat qui se déroulait à Porte de Versailles à Paris. Et il faut dire que beaucoup de conférences étaient dédiées à ce thème, beaucoup de stands présentaient des bean to bar. Alors moi je suis comme la plupart des Français, lorsqu'on me dit voilà, c'est la nouvelle tendance ce sont les chocolateries bean to bar, eh bien j'ai tout simplement envie de savoir ce que c'est qu'un bean to bar. Alors au salon, on m'a expliqué que les bean to bar ont commencé à apparaître un petit peu dans les grandes villes depuis le début des années 2000. Et c'est vrai que depuis ces dernières années au salon du chocolat, il y a de plus en plus de stands qui sont consacrés à ce nouveau concept de chocolaterie. On peut se poser, en tout cas moi j'ai envie de me poser toute une série de questions sur ce concept de bean to bar. Donc je veux savoir exactement à quoi ça correspond. Est-ce une idée véritablement nouvelle ? Par quelle mouvance est porté ce concept store, ou alors est-ce que c'est une pure invention marketing ? Y a-t-il vraiment un gage de qualité derrière ce concept et quelles sont les valeurs que sous-tendent le concept de bean to bar ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble tout au long de ce podcast. Dans un premier temps, on peut essayer de définir le concept de bean to bar en ayant une approche étymologique. Et ce terme, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, ça nous a été directement importé de San Francisco, donc des USA. C'est donc un terme qui vient de l'anglais et qui signifie littéralement de la fève à la tablette. Donc concrètement, un bean to bar pourrait être défini comme une chocolaterie, oui, bon, on est bien avancé, où l'artisan prend en charge toutes les étapes de la fabrication d'une tablette de A à Z. En commençant dans un premier temps par la torréfaction des fèves sélectionnées, et puis toute une série d'étapes, le décortiquage, le broyage, le malaxage, le conchage, le tempérage, pour finir avec le moulage de la tablette. Bref, ça a un petit goût tout ça de Charlie et la chocolaterie. Plus sérieusement, avec cette définition, on a un peu de mal en fait à comprendre la spécificité des bean to bar. Tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le chocolatier bean to bar se distingue du chocolatier pâtissier, puisque le chocolatier pâtissier, lui, ne fabrique pas du chocolat, non. Le chocolatier pâtissier, lui, confectionne des pralines à partir de chocolat de couverture acheté chez un couverturier. Alors le problème avec la définition étymologique que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est qu'il y a une limite à cette définition, puisque si l'on s'en tient strictement à cette définition, j'ai envie de dire toutes les chocolateries produisant des produits chocolatés à partir de fèves séchées seraient des bean to bar. En conséquence de quoi, finalement, Lindt, Mars, Valrhona ou le petit chocolatier torréfacteur de notre quartier serait mis dans le même panier de fèves. Et puis, on est bien d'accord, ce serait un petit peu dommage. Alors avec cette première définition, on comprend que derrière le concept de bean to bar, il y a la maîtrise de l'ensemble du processus de fabrication d'une tablette de chocolat, mais finalement, ça n'est pas suffisant. Et on aimerait bien savoir, en tout cas j'aimerais bien savoir, quelle est la réalité qui se cache derrière ce concept revisité de bean to bar. Alors en fait, pour bien comprendre les choses,
eh bien il va falloir qu'on fasse le distinguo entre les différents métiers du cacao. Et pour ce faire, nous allons plonger momentanément dans l'histoire du chocolat. On va donc remonter dans le temps et on s'arrête au XVIe siècle. C'est le moment où les chocolateries commencent à se développer en Europe. Alors d'abord en Espagne, puis en France, en Angleterre et en Suisse. Et à ce moment-là, les fèves séchées étaient directement donc importées du Nouveau Monde et l'ensemble de la transformation se faisait sur place, donc en Europe, par des petits artisans, donc au plus près des consommateurs, hein, même si, il faut quand même le souligner, à l'époque, ces consommateurs étaient très peu nombreux. Alors, une pâte chocolatée était produite, alors c'était une pâte chocolatée un peu grossière et qui servait à confectionner une boisson chocolatée. Et oui, parce que au XVIe siècle, tout le monde ne le sait pas, mais on n'avait pas encore inventé la fameuse tablette de chocolat. Il faudra attendre en fait les frères Fry à Bristol en Angleterre. Et oui, ce sont les Anglais qui ont créé la première tablette de chocolat en 1847. Donc je ferme cette petite parenthèse et on va revenir sur notre sujet principal. Alors sans entrer dans les détails, l'ère industrielle va ensuite fortement contribuer à l'émergence d'une industrie du chocolat. Qui dit industrie dit aussi spécialisation et apparition de nouveaux métiers du cacao avec des négociants, des broyeurs, hein, donc comme son nom l'indique, spécialisés dans le broyage du cacao, des couverturiers comme Valrhona, qui est sans doute l'un des plus connus en fait en France et l'un des plus anciens. Et ainsi, entre le 19e et le 20e siècle, le secteur du chocolat va se réorganiser de telle sorte que au 20e siècle, finalement, le consommateur n'est quasiment plus en contact avec des chocolatiers torréfacteurs, comme c'était le cas au début de l'ère du chocolat en France, on va dire, donc autour du XVIe siècle. Alors j'exagère un peu, hein, puisque quelques chocolateries auront néanmoins maintenu ce savoir-faire ancestral, mais il est vrai qu'à l'échelle de la consommation nationale, elles font un petit peu figure de petits villages gaulois résistants. Alors après cette interlude historique, faut-il en conclure que la mouvance des Bean to Bar est une sorte de retour aux sources que l'on aurait oubliées? Eh bien, j'ai tendance à dire que oui, en tout cas en partie, puisque derrière le concept de Bean to Bar, il y a bien cette idée de métier ancestral retrouvé. Mais j'ai envie de dire que ce serait un petit peu réducteur de s'en tenir à cette conclusion. Le Bean to Bar ne correspond pas uniquement à la reconnaissance des savoir-faire artisanaux en opposition aux grandes industries chocolatières. Non, cela va bien au-delà. Et quand je dis au-delà, eh bien je pense à au-delà de l'Atlantique. Mais oui, si on se pose la question d'où nous vient la tendance du Bean to Bar, eh bien ne nous leurrons pas, ce n'est pas un pur hasard si cette mouvance est née dans les années 2000 à San Francisco aux USA. Eh bien oui, faut-il le rappeler que San Francisco est le berceau des nouvelles tendances et ceci depuis la création de la Silicon Valley dans les années 30. San Francisco, c'est tout de même la Mecque de la culture contribue des années 70, du développement personnel, du zéro déchet et de la gastronomie bio et éthique. Alors San Francisco, c'est en quelque sorte un concentré des changements de mode de consommation qui sont observés de ci de là à l'échelle du globe et c'est vrai en particulier dans le monde occidental. Alors plus précisément, la tendance Bean to Bar, elle est portée par l'apparition de néo-consommateurs adeptes du bio et des circuits courts. Alors je vais être complètement honnête, moi je fais partie de ces néo-consommateurs adeptes du bio, donc on aime aussi le commerce équitable, la slow food, et valoriser les produits de qualité qui sont aussi bons pour notre santé.
Donc plus généralement, en fait, le consommateur veut maintenant savoir ce qu'il mange, qui a produit le cacao, comment ce cacao a été produit, transformé, où se trouvent très exactement les cacaoyers, de quel cépage s'agit-il et quelle est la part reversée au producteur. Et c'est avec toutes ces questions, finalement, très pertinentes du consommateur, ces questions-là, c'est ce qui donne du sens au concept de Bean to Bar. C'est ce qui fait du concept Bean to Bar quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Mais attention, et comme le signale l'artisan, chocolatier, marque de market, dans l'interview de Chococlick, le concept Bean to Bar est génial s'il est bien fait. Bien fait, qu'est-ce qu'on entend par bien fait? C'est un chocolatier green, écolo, hippie, zéro déchet. Eh bien, on pourrait tout simplement dire que le Bean to Bar, c'est un concept qui va regrouper l'ensemble des artisans chocolatiers torréfacteurs qui produisent en petite quantité, voire même en série limitée dans certains cas, des tablettes qui seront toutes à très haute valeur gustative. Ce sont aussi des artisans, comme on l'a vu au tout début de ce podcast, qui maîtrisent toute la chaîne de production en partant des plantations qu'ils visitent et sélectionnent jusqu'au moulage de la tablette. S'il y a bien une chose à retenir sur ce concept Bean to Bar, c'est que derrière ce concept, il y a surtout des femmes et des hommes qui sont habités par des valeurs fortes, comme par exemple la recherche de saveurs exceptionnelles, la valorisation de cépages anciens, en opposition finalement de ces monocultures cacaoyères de la grande industrie chocolatière. Ça va être aussi des artisans qui prônent une juste rémunération des producteurs, parfois même une transparence des coûts de production d'une tablette, qui vont chercher aussi à réduire leur impact environnemental. Certains auront une démarche de production biologique, d'autres, bon, j'aime pas trop ce terme, mais vont essayer d'utiliser au maximum des produits naturels, en tout cas de haute qualité, ou à minima produire des tablettes 100% pures de beurre de cacao. Et certains vont même beaucoup plus loin, puisqu'ils proposent des produits vegan ou gluten-free. Alors à présent, vous maîtrisez le concept de Bean to Bar, donc on va un petit peu complexifier les choses. Et pour être encore plus précise, il existe deux catégories de Bean to Bar qu'il faut distinguer, et ça va me permettre aussi de vous présenter deux petites découvertes que j'ai faites au salon du chocolat. Alors dans les catégories des Bean to Bar, il y a tout d'abord les Bean to Bar locaux, c'est-à-dire des chocolatiers torréfacteurs qui sont implantés sur les zones de production et qui, dans la majorité des cas, sont propriétaires des plantations. Alors c'est le cas de Perla, que j'ai découvert donc au salon, et qui propose des tablettes de chocolat de Criollo Blanco bio, issues de leur propre plantation équatorienne, donc localisée à proximité de San Vicente. L'emballage des tablettes, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, puisqu'il comporte une fève entière de Criollo Blanco, et ça va nous permettre en fait de déguster la fève brute et de pouvoir la comparer avec la tablette qui est issue de cette même fève. Alors la deuxième catégorie de Bean to Bar, ce sont plutôt des Bean to Bar urbains ou néo Bean to Bar comme certains aiment à les dénommer. Il s'agit cette fois de chocolatiers torréfacteurs qui sont implantés donc loin des zones de production, donc le plus souvent en ville. Et une de mes plus belles découvertes, au-delà des Bean to Bar, c'est une des plus belles découvertes que j'ai faites au salon, c'est le Green Bean to Bar, donc une chocolaterie nippone qui était présente au salon et dont les tablettes sont absolument fabuleuses. Moi, je n'arrivais pas à choisir parmi la douzaine de tablettes qui étaient proposées. C'est malheureusement introuvable dans l'Hexagone et sur le net,
il vous faudra vous rendre dans l'une de leurs boutiques au Japon, par exemple à Tokyo, ou alors attendre le prochain salon du chocolat. En tout cas, toute la gamme de tablettes proposée est absolument exceptionnelle en termes de flavor, notamment les Madagascar, et j'ai adoré la tablette Alpaca. J'ai beaucoup aimé aussi le petit clin d'œil de la chocolaterie qui, à l'occasion du salon, a produit en édition limitée une tablette aromatisée au citron, voilà, qui est excellente aussi. Bon, je me répète depuis le début, effectivement, moi je suis super fan de Green Bean to Bar. Je suis amoureuse de Green Bean to Bar. Ce podcast s'achève et si l'on souhaite résumer un petit peu les choses, on peut dire que le concept de Bean to Bar est une sorte de réinterprétation moderne du métier ancestral de chocolatier torréfacteur. Et c'est une réinterprétation qui s'inscrit véritablement dans notre époque, puisque les notions de qualité des produits, d'éthique et d'excellence en matière d'expérience gustative, ils sont absolument centrales. J'espère avec ce podcast que pour vous, le concept de Bean to Bar n'a plus aucun secret. Et j'espère vous avoir transmis l'envie de tester et de découvrir ces nouvelles chocolateries tendances. Merci à vous, les auditeurs qui avez écouté ce podcast. Je rappelle que ce podcast n'est absolument pas sponsorisé par des marques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à me dire ce que vous en avez pensé par mail ou encore sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors j'espère vraiment que cela vous a plu et à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, faites-vous plaisir en croquant du bon, du bio, du vrai chocolat. À bientôt!